Bonjour, nous voici dans un autre chapitre de l'organisation d'entreprise intitulé L'environnement de l'entreprise. Avant d'entamer ce chapitre, j'aimerais vous faire un petit rappel pour ceux qui sont intéressés par les chapitres ou bien les cours de l'organisation d'entreprise qui sont déjà publiés. Il suffit d'aller dans Playlist et bien sûr choisir la playlist organisation d'entreprise pour trouver les chapitres précédents. Maintenant, je reviens à notre chapitre qui n'est autre que l'environnement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par environnement? Tout simplement, c'est l'ensemble des forces qui agissent sur l'entreprise et bien sûr qui contribuent en retour à créer ou à générer un feedback. Et le feedback n'est autre que la rétroaction. L'environnement, il est constitué, bien sûr, de tous les éléments extérieurs à l'entreprise, mais qui ont une influence sur elle. On distingue deux types d'environnement. Il y a le macro-environnement et il y a le micro-environnement. C'est ce que j'ai présenté dans le schéma. La partie bleu foncé, ça représente le macro-environnement. Par contre, ce qui est en bleu clair, c'est le micro-environnement. Là, je donne un petit aperçu bref sur le macro et le micro, mais après, juste après, nous allons les traiter plus en détail, bien sûr. Ce qu'il faut retenir au niveau du macro-environnement, ce n'est autre que l'environnement général qui intègre tous les aspects, que ce soit sociologique, économique, juridique, technique, tant au niveau national qu'international. Par contre, pour le micro-environnement, c'est un environnement qui est spécifique de l'entreprise, constitué de ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses concurrents, l'État, etc. L'analyse de l'environnement, elle conduit l'entreprise à rechercher les facteurs clés de celui-ci. On va commencer par le macro-environnement. Pour le macro-environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble général de l'entreprise. Il existe de nombreux facteurs clés de cet environnement qui ont des conséquences pour l'entreprise. Bien sûr, l'entreprise, elle doit les connaître pour pouvoir agir efficacement. Je m'explique. Si je prends par exemple une entreprise qui décide de lancer un nouveau produit, elle doit savoir que la demande future est en fonction de multiples facteurs. Quels sont ces facteurs? Tout d'abord, il y a le facteur démographique. Quand je dis le facteur démographique, alors on parle de structure par âge, la nationalité, la mortalité, la projection future de la pyramide des âges. Pour toute entreprise, elle doit être consciente de ces différents éléments qui constituent bien sûr la démographie. Parce que quand on veut, vous connaissez déjà la pyramide des âges, pour chaque pays, il y a une catégorie qu'on trouve au sommet et une catégorie qu'on trouve à la base. Si par exemple mon produit il est destiné aux jeunes et au niveau de la pyramide des âges, on trouve que il y a plus, c'est-à-dire les jeunes, ça se situe au niveau de la pyramide au sommet. Donc le nombre, il est trop bas par rapport à l'ensemble de la population. Donc si je vise à vendre mon produit au sein de mon pays, au niveau national, ça ne va pas marcher, bien sûr, j'aurai pas beaucoup de demandes. C'est pas ça va pas marcher, mais il y aura plus d'offres que de demandes. D'accord? Alors que, contrairement, si les jeunes se situent à la base de ma pyramide et moi je veux lancer un nouveau produit destiné aux jeunes, donc automatiquement j'ai plus de chances à vendre mon produit si bien sûr je sais très bien comment le communiquer à cette génération. Il y a aussi le côté ou bien le facteur culturel. Pour le facteur culturel, il y a l'état, l'évaluation des valeurs et des croyances. Il y a même le niveau d'éducation. Pour tout produit, il ne suffit pas de faire des produits euh,
parce que tout simplement, il marche ailleurs. Il faut voir là où on est situé. Au début, si on est toute une petite entreprise ou bien une moyenne entreprise, on va destiner à vendre nos produits au niveau local ou bien régional. Et c'est par la suite, en augmentant notre chiffre d'affaires, qu'on va le vendre d'une façon au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut commencer par le début. Il faut chercher la clientèle. Et pour chercher cette clientèle, il faut bien faire euh, une bonne étude, bien sûr, de marché. Et cette étude de marché, elle est constituée d'une bonne étude de ce macro-environnement. Alors, il y a aussi le côté juridique. Pour le côté juridique, il y a tout ce qui concerne la réglementation, les interdictions, les conditions de garantie et les conditions de vente. Il faut que chaque entreprise soit consciente, bien sûr, de ces différents éléments. Est-ce que mon produit que je vais lancer sur le marché, est-ce qu'il n'est pas interdit au niveau de mon pays? Est-ce qu'au niveau de la réglementation, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois suivre exactement au niveau ou bien la procédure que je dois suivre? Quelles sont les conditions de garantie que je dois faire pour un tel ou tel produit? Et bien sûr, c'est aussi valable pour les conditions de vente. Il y a le facteur économique. Pour le facteur économique, il faut tenir compte qu'il y a une croissance économique, il y a une évolution des prix, il y a la politique économique de l'État, par exemple les impôts, les taux d'intérêt, etc. Chaque entreprise, elle doit être consciente aussi de ces différents éléments. Parce que pas forcément le produit que je vais lancer au niveau de du marché, euh, j'ai le monopole, c'est-à-dire je suis le seul à le vendre, mais j'ai aussi des concurrents. Il faut prendre conscience et prendre en considération la concurrence, bien sûr, quels sont les prix qu'il y a sur les marchés, et est-ce que je peux, bien sûr, en lançant mon produit avec le prix qui est déjà sur le marché, avoir un bénéfice qui va me permettre à rester, bien sûr, sur le marché. Il y a le facteur technologique qui n'est autre que l'état et l'évolution des connaissances, de nouveaux produits, la diffusion internationale de l'innovation. C'est-à-dire il faut avoir toujours euh, à chercher à améliorer les produits et ne pas rester avec un seul. C'est-à-dire, par exemple, quand on va lancer un produit pour la première fois, ça marche. Mais il ne faut pas oublier que ça, la durée ou bien le cycle de vie de chaque produit, il commence par une croissance, après une saturation et après un déclin. Alors, il faut penser à lancer, bien sûr, d'autres sous-produits euh, qui vont avec le cycle de vie du produit qui est déjà lancé sur le marché, améliorer la technologie et aller avec ce qui est déjà euh, pour le bien de notre entreprise. Et enfin, il y a à prendre en considération tous ces éléments, ça va contribuer à, euh, à nous permettre, en tant qu'entreprise, à affronter les concurrents, quel que soit leur poids sur le marché. Donc, une bonne étude, ça ne peut mener qu'à un bon résultat, bien sûr. Mais pour faire cette étude, il faut prendre en considération, je répète encore une fois, de tous ces éléments ou bien de tous ces facteurs que j'ai déjà cités au niveau du macro-environnement, qui ne sont autres que la démographie, le côté culturel, le côté juridique, économique et technologique. Parce que il se peut qu'un produit, ça marche dans une ville et ça marche pas dans une autre. Parce que les croyances dans une petite ville, située par exemple loin de la civilisation, euh,
Bien sûr, ça dépend, tout dépend de la nature du produit. Ça peut marcher pour, c'est-à-dire au niveau de la clientèle de cette ville, mieux que ailleurs. Ou bien il y aura plus de demandes sur un produit parce que parce que la clientèle elle se situe par exemple dans la montagne, et dans la montagne automatiquement ce produit il va marcher plus que par exemple sur une ville qui se situe au bord de la mer. Bien sûr, là, je parle quand il s'agit d'un produit qui est vendu localement ou bien c'est-à-dire sur la région. Mais quand le produit il est vendu au niveau national, il faut prendre en considération tous ces éléments-là pour que nous puissions, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, à rester d'une façon durable dans le marché. Le micro-environnement. Pour le micro-environnement de l'entreprise, il est constitué par ses partenaires sur le marché et bien sûr l'entreprise qui désire connaître son environnement spécifique, elle doit apprécier les différents aspects le concernant. Cette étude de l'environnement spécifique, elle va constituer le contenu essentiel des études de marché réalisées par les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par partenaire de l'entreprise? Tout simplement, il y a tout d'abord les clients. Pour toute entreprise, elle doit identifier les besoins. S'il n'y a pas un besoin, automatiquement, le produit ne sera pas vendu. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une enquête et de chercher est-ce qu'il y a assez de personnes qui sont intéressées et qui ont besoin de produits que je vais lancer sur le marché. Une fois qu'il y a un besoin, il faut déterminer le nombre de ces personnes qui sont intéressées par mon produit. Après, il faut évaluer leurs forces et leur pouvoir, c'est-à-dire combien ils sont prêts à payer pour mon produit et bien sûr, ou bien est-ce qu'ils sont capables de le payer. Et après, d'envisager les évolutions, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir une clientèle plus large, bien sûr. Ça, c'est au niveau des clients. Pour les fournisseurs. Alors, les fournisseurs, bien sûr, ce sont ceux qui vont me donner la matière première de mon produit. Alors, il faut déterminer leur nombre, de voir ou bien d'évoluer leur taille et leur pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que, surtout si je suis une toute petite entreprise ou moyenne entreprise et je veux acheter, c'est-à-dire dès le début, j'ai pas assez de liquide et je veux pas prendre de crédit, est-ce que les fournisseurs, elles vont me faire des facilités? Est-ce qu'ils vont me faire des réductions, facilités de paiement, bien sûr? Est-ce qu'ils vont m'accorder des réductions, etc. Alors, je répète encore une fois, pour les fournisseurs, il faut déterminer leur nombre, il faut évoluer leur taille et leur pouvoir, bien sûr, d'apprécier les fournisseurs qui disposent d'un monopole, bien sûr, et d'envisager les évolutions. Parce que pour un fournisseur qui a le monopole, automatiquement, si je lui fais c'est-à-dire une bonne impression, automatiquement, il va euh, me permettre à mieux travailler avec lui et par mon sérieux, je peux avoir plusieurs avantages, bien sûr. Maintenant, au niveau des concurrents, le troisième élément, bien sûr, du micro-environnement n'est autre que les concurrents. Alors, les concurrents, il faut déterminer le nombre des concurrents, que ce soit direct ou bien indirect. Qu'est-ce qu'on entend par concurrent direct ou indirect? Le concurrent direct, c'est celui qui vend un bien qui est similaire au mien.
Par contre, pour un concurrent qui est indirect, ce sont les sociétés qui vendent un produit euh, ou bien ce qu'on appelle les biens de substitution. C'est pas la même chose, mais ils ont le même rôle. Donc là, ça va de soi. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement, par exemple, de voir seulement les concurrents du même produit que je vais lancer sur le marché. Je donne un exemple. Par exemple, je veux lancer une boisson ou bien une limonade. Une limonade. Alors, les biens similaires, ce sont tout type de limonade qu'on trouve sur le marché. Mais il ne faut pas oublier que une personne, au lieu d'acheter une limonade, elle peut acheter une boisson gazeuse, par exemple. Je vais pas faire de publicité, mais ça peut être carrément de l'eau, comme ça peut être une boisson gazeuse carrément, ou un jus. Donc là, il faut faire attention aux ces biens de substitution. C'est-à-dire, quand vous comptez vos concurrents, ne comptez pas seulement les concurrents directs qui vendent le même produit avec la même formule, mais aussi ceux qui vendent les biens de substitution. Bien sûr, comme pour les fournisseurs et les clients, il faut apprécier leurs forces et leurs pouvoirs, d'envisager les évolutions en termes de rapport de force et déterminer s'il est difficile d'entrer ou d'en sortir. Là, c'est essentiel. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas sous-estimer n'importe quel concurrent. Parce que pour les concurrents, même si une société concurrente elle est toute petite, il ne faut pas oublier quand il y a une autre société qui va se lancer pour la première fois, il peut y avoir une fusion des petites entreprises concurrentes pour avoir plus de force sur le marché et bien sûr se mettre face à, à, à mes produits. C'est pas seulement les concurrents qui sont déjà connus et qui ont un chiffre d'affaires très élevé ou bien qui sont très anciens sur le marché. Parce que là, il faut tenir toujours compte de ces concurrents qui font une fusion entre eux pour, bien sûr, c'est tout à fait normal pour rester eux aussi au niveau c'est-à-dire au niveau du marché. Pour ce qui est des relations entre l'entreprise et son environnement, nous allons voir deux parties. Tout d'abord, l'entreprise en tant que système ouvert sur son environnement et après, nous allons traiter les relations économiques et sociales entre l'entreprise et ses environnements, bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend par un système ouvert ou bien l'entreprise est un système ouvert sur son environnement? Bien sûr, l'entreprise, elle ne peut pas vivre en vase clos. Elle ne peut pas vivre enfermée sur elle-même parce que ça servira à quoi de faire une production, d'avoir des produits au sein de l'entreprise sans pouvoir les vendre à sa clientèle. D'accord. Alors, pour exister et survivre, il lui est indispensable de faire un échange avec son fonctionnement. Euh, Comme on a vu pour le micro-environnement, c'est-à-dire l'entreprise, elle doit avoir de la matière première de ses fournisseurs, tenir compte et faire attention à ses concurrents sur différents éléments en tant que le prix, et les garanties, les avantages qu'ils donnent à leur clientèle, etc. Bien sûr, prendre en considération tout ce qui est juridique par rapport à l'État et bien sûr même au sein c'est-à-dire avec ses associés aussi, là, il faut bien sûr savoir comment gérer le tout. Ce système, il puise dans son environnement les moyens de fonctionner, par exemple le travail, les capitaux, les ressources naturelles et les informations. Et elle vend à ses clients ce qui a été produit. Les relations avec l'environnement, elles se font par l'intermédiaire de marchés.
bien sûr, dans un système économique capitaliste. Les échanges avec l'environnement, ils peuvent s'analyser comme une boucle de rétroaction. D'accord? C'est-à-dire il y a toujours une rétroaction entre l'entreprise et son environnement. L'entreprise, elle agit sur son environnement, qu'elle influence bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce dernier, il agit à son tour et influence la vie de l'entreprise. On a vu l'entreprise en tant que système ouvert. Maintenant, on va passer aux relations économiques et sociales entre l'entreprise et son environnement. Pour toute entreprise, elle bénéficie de facteurs extérieurs qui sont positifs et de services publics et elle subit des éléments aussi négatifs et des contraintes de la part de son environnement. C'est-à-dire, aussi bien il y a un côté positif qu'il y a un côté négatif qu'elle subit de son environnement, bien sûr. De façon symétrique, l'environnement, il enregistre des retombées des actions de l'entreprise et des retombées positives ou négatives selon les acteurs qui les subissent et le point de vue où l'on se place, bien sûr. Juste après, nous allons traiter aussi bien les effets reçus de l'environnement positif et négatif que les actions, bien sûr, de l'environnement. Comme je viens de le mentionner, il y a les effets qui sont reçus de l'environnement qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Pour les effets positifs, il y a tout d'abord la possibilité d'avoir une formation initiale. Euh, Comme on peut avoir une infrastructure, البنية التحتية, favorable pour le fonctionnement de mon entreprise. Par exemple, de me permettre de faciliter, par exemple, le transport de ma marchandise, à titre d'exemple. Il y a aussi les subventions reçues de l'État. Et ce qu'on entend par subvention, il y a l'إعانات ديال الدولة. Aussi, il y a les avantages qui sont fiscaux ou bien sociaux. Alors, les avantages fiscaux, par exemple, à avoir un forfait ou bien à avoir des facilités pour le paiement des taxes ou bien des impôts. Et comme il y a, comme l'État m'assure, par exemple, la protection euh, ou bien des services publics, comme la police ou bien la justice. En cas de conflit, je peux très bien aller au tribunal, bien sûr, de tout ce qui est pas le tribunal normal, mais le tribunal des actions commerciales, et bien sûr de prendre parti de celui qui a le plus raison. Quant aux effets reçus de l'environnement qui sont négatifs, il y a l'évolution de la société au niveau de style de vie, des catégories socio-professionnelles et l'âge. Là, il ne faut pas oublier que mon produit ne peut marcher si les gens ils restent à mener leur vie d'une façon qui est tout à fait normale, sans chercher à améliorer leur mode de vie. Si ça ne servira à rien à chercher tout ce qui est de la dernière technologie, alors que pour quelqu'un, c'est-à-dire pour une population qui entoure ma société ou bien mon entreprise et qui ne vont pas avec la technologie. Donc ça ne servira à rien. Tant que c'est-à-dire la population elle a un esprit ouvert, elle est apte à avoir tout ce qui est nouveau, mes produits vont marcher. Et inversement, bien sûr. Donc, tout ce qui est négatif, je répète, les effets reçus de l'environnement négatif, quand il n'y a pas une évolution technologique, ou bien législative, ou encore économique, même au niveau des concurrents aussi, euh, il doit y avoir, c'est-à-dire une concurrence pure et parfaite. Et là, j'utilise des termes que, bien sûr, je vais traiter par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire une concurrence qui est euh, où il n'y a pas de truc, c'est-à-dire avoir une concurrence
pour le bien de la population plus que le bien personnel, bien sûr, et à ne pas chercher à détruire les, les petites entreprises ou bien les gens qui viennent de se lancer sur le marché, bien sûr. Ça, c'est au niveau des effets. On va partir juste après, on va parler des actions. Maintenant, nous allons passer aux actions positives sur l'environnement ou bien les actions négatives sur l'environnement. Alors, tout ce qui est comme action positive, il y a la possibilité de créer de l'emploi et bien sûr de lutter contre le chômage. Il y a aussi la possibilité d'exporter mon produit à l'extérieur et bien sûr là, ça va jouer sur la devise. Il y a les versements des impôts et bien sûr pour le bien de l'État pour me permettre une bonne infrastructure, bien sûr. Comme aussi, on peut parler de l'innovation, c'est-à-dire le tikara, c'est-à-dire quand l'entreprise elle essaye de faire des innovations, là aussi c'est pour le bien, ou bien ce sont des actions qui sont très positives sur l'environnement. Maintenant, pour les actions négatives sur l'environnement, il y a la pollution. Ça agit d'une façon néfaste sur c'est-à-dire l'activité de tout type d'entreprise. Il y a l'importation. Quand la société elle permet euh, d'importer des produits de l'extérieur à prix bas, bien sûr, ça tue l'économie intérieure, tout simplement, ou bien l'économie nationale. Pour certains produits, bien sûr, parce que soit le prix il est très bas par rapport au prix vendu des sociétés nationales, et, ou bien que la qualité importée, euh, elle est c'est-à-dire plus bonne que celle qui est vendue, bien sûr, sur le marché national. Bien sûr, il y a aussi la concurrence. Au niveau de la concurrence, le Munafasa, ça doit être une concurrence pure et parfaite. De toute façon, ce terme que j'ai utilisé pour la concurrence pure et parfaite, nous allons le voir dans un autre chapitre, très prochainement, Inch'Allah. Et ce qu'il faut retenir, que c'est pour les concurrents, ils ne doivent pas chercher à éliminer tout, toute entreprise qui veut se lancer sur le marché, mais lui laisser la chance, elle aussi, de vendre son produit et que le meilleur reste bien sûr sur le marché. Après, nous allons voir les différentes interpolations entre l'entreprise et ses différents partenaires. Ça va être juste après. Comme je l'ai dit, nous allons voir maintenant ce qu'on entend par les différents partenaires de l'entreprise et quel est le rôle de chacun. Alors, pour les partenaires, bien sûr, on va les traiter un par un, que ce soit les clients, les fournisseurs, les associés, les banques ou bien l'État. Les clients. Alors, pour les clients, ce sont les personnes, bien sûr, qui vont acheter nos biens ou bien services bien sûr, que nous allons proposer sur le marché. Mais il existe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe trois types de clientèle. Il y a les clients sous forme de particuliers, c'est toute personne qui est normale, bien sûr. Ça peut être aussi, comme je peux avoir en tant qu'entreprise, des clients sous forme d'autres entreprises qui vont procurer des biens et services pour leur propre fonctionnement ou pour les revendre, avec ou sans transformation à un consommateur final. Comme ça peut être ma clientèle, ça peut être sous forme d'administration, bien sûr, tout dépend de la nature du produit, de mon produit vendu. On a vu pour les clients, maintenant on va passer aux fournisseurs. Alors les fournisseurs, ce ne sont autres que des entreprises qui vont vendre leurs produits à d'autres entreprises. Il y a trois types
de fournisseurs. Il y a les fournisseurs de biens. Ce sont des fournisseurs réguliers, c'est-à-dire avec qui on travaille d'une façon régulière, et ils vendent de la matière première, ou bien des fournitures, ou bien de la marchandise, pour satisfaire le besoin de l'entreprise pour son activité quotidienne. Quant aux fournisseurs d'immobilisation, ce sont les fournisseurs surtout avec qui travaille l'entreprise tout à fait à son démarrage, ou bien le démarrage de son activité, ou bien quand elle veut renouveler ses moyens matériels qui sont déjà usés. Ils vont, ce type de fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'immobilisation, ils procurent à l'entreprise tout ce qui est matériel productif ou bien du mobilier. Et enfin, il y a les fournisseurs de services. Pour les fournisseurs de services, ils peuvent proposer des services réguliers tels que le transport des produits finis, mais ils peuvent aussi proposer des services qui sont ponctuels tels que la maintenance, à titre d'exemple, la maintenance informatique. Maintenant, les associés. Alors, les associés, ce ne sont autres que les personnes qui vont apporter le capital, quelle que soit sa nature, ou bien que ce soit en numéraire, un apport en numéraire, ou bien en nature. Ce qu'on entend par un apport en nature ou bien en numéraire, c'est lorsque le capital, c'est-à-dire leur contribution au niveau du capital est sous forme d'argent, ou bien en nature lorsque leur contribution est sous forme d'un bien, tout simplement. Là, on verra, c'est-à-dire là, c'est-à-dire les apports du capital, on le verra dans un autre module, bien sûr. Donc, je reviens ici au niveau des associés. On a dit que ce sont les personnes qui vont apporter le capital au moment de la création de l'entreprise. Ces capitaux, ils sont très utiles au démarrage de l'activité pour l'acquisition de tout type de biens, que ce soit local, les machines, matières premières, c'est-à-dire là, c'est au niveau des biens, et ça peut aussi permettre à l'entreprise d'acheter de la matière première ou bien la marchandise selon une société commerciale ou bien industrielle, etc. Alors, cette participation financière, elle va leur donner droit à des parts sociales et qui vont leur permettre, bien sûr, de participer aux décisions et dans certains cas même de percevoir une rémunération sur le bénéfice ou bien les bénéfices de l'entreprise. Nous avons traité les clients, les fournisseurs et les associés. Maintenant, nous allons passer aux banques. Bien sûr, l'entreprise, elle utilise les services des banques pour avoir une connaissance de toute opération financière qu'elle a réalisée sur son compte, afin de proposer à sa clientèle différents modes de règlement. Elle peut aussi se voir accorder des prêts afin de financer un investissement ou bien à se développer. Alors, dernière partie de ce cours, et bien sûr le dernier partenaire, c'est l'État. Alors, pour l'État, il y a une rétraction entre l'État et bien sûr l'entreprise. Si l'entreprise, elle doit payer à l'État les taxes et les impôts, il ne faut pas oublier que l'État aussi, elle va lui assurer une infrastructure convenable et aussi, en cas de besoin, à lui donner des subventions, que ce soit d'exploitation ou bien d'équilibre. Alors, bien sûr, les subventions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qu'on appelle en arabe l'I'anat de Diel Doula. C'est la fin de ce chapitre. Bien sûr, nous allons traiter d'autres chapitres par la suite. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique et à la prochaine fois, Inch'Allah.